Amélie de Montchalin a été nommée à la tête de la Cour des comptes. Je me souviens plus exactement de l'intitulé parce que c'est des institutions assez complexes avec tout un organigramme. Je connais pas l'organigramme de la Cour des comptes par cœur, comme vous pouvez vous en douter. Mais c'est quoi, c'est écrit là? Elle a été nommée au poste de, voilà, première présidente de la Cour des comptes, donc c'est numéro 1 de la Cour des comptes. Le problème, c'est qu'elle a été nommée par Macron, sachant que là, elle est ministre de Macron. Je crois qu'en plus qu'elle est ministre du budget, si je dis pas de bêtises, on va le voir dans l'article qu'on va lire juste après. Et donc là, ils l'ont nommée à la tête de la Cour des comptes, qui est un outil d'évaluation et de contrôle du budget. Voilà, c'est la ministre des comptes publics, c'est pas ministre du budget, autant pour moi. Elle est ministre du compte public, des comptes publics, et là, elle a été nommée présidente de la Cour des comptes. Donc elle est censée évaluer la crédibilité d'un budget qu'elle a participé à élaborer elle-même. Donc ça pose un gros problème, quoi. Et ça en dit long sur comment, en 5ème République, c'est assez facile pour le président qui a un pouvoir démesuré. Hein, voilà, c'est la constitution de la 5ème République, l'hyper-présidentialisme qui veut ça, l'héritage de la constitution de 58 de Gaulle, le fait qu'on est lié qu'on est censé être dans un régime parlementaire, mais que pourtant on élit au suffrage universel direct le président de la République, et pas juste on fait des législatives. Tout ça, quoi, fait que le président a beaucoup trop de pouvoir, c'est un peu de la merde, et c'est très facile pour un président de la République de recaler ses potes dans des institutions qui fait que ça peut verrouiller d'une certaine manière un petit peu certaines choses, même si après, il est plus au pouvoir. Voilà, et donc là, c'est ça qui se joue, et du coup, ça a indigné une bonne partie de la classe politique, à droite comme à gauche en réalité. Hein. Et voilà, donc ce que je vous propose, c'est de lire cet article de Mediapart, analyse. Parce que à la base, je voulais en parler, j'avais vu l'info tomber, mais j'étais en mode bon, j'aimerais bien un petit support, un article pour lire ça, parce que j'aimerais bien aller un peu dans le détail, voir en quoi ça pose problème, et pas juste dire oh, Macron a recalé ses potes. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a un peu rien dit, quoi. Voilà, j'ai attendu un petit peu le temps d'avoir un article un peu plus carré là-dessus, qui explique en quoi vraiment c'est problématique ce truc-là, quoi. Voilà. Et en quoi c'est symptomatique de dysfonctionnement de nos institutions, peut-être. On peut dire ça comme ça. Voilà. Donc on va lire l'article. Quelle indignité? Bah oui, tout à fait. Hein. Quelle indignité. Quelle indignité. Bah en soi, c'est déjà suffisant. Oui, alors juste dire Macron recase ses petits copains à la tête d'institutions très importantes, et donc du coup, ça lui permet de verrouiller un peu les trucs. Très bien, mais voilà, on va aller encore un petit peu plus dans le détail. Voilà, moi j'aime bien aller dans le détail. Puis tous les trucs en mode Cour des comptes, budget, j'aime bien. D'ailleurs, hier, j'ai regardé la vidéo de Eureka, la dernière vidéo de Eureka qu'il a sortie sur le circuit du trésor. Comment la finance était, on va dire, soumise à l'État pendant toute la 4ème République et jusqu'en 1973, grosso modo, où la Banque de France avait un autre rôle, etc. Et voilà, il parlait des circuitistes, et il y avait un truc qui s'appelait le circuit du trésor, comment ils géraient la dette, le machin, le bidule, l'inflation. Et c'était hyper intéressant. C'est un peu compliqué, hein, les vidéos de Eureka sont assez arides parfois, mais vraiment, c'était très très bien. J'ai regardé ça, j'étais en genre, oh, cool, waouh. Faudrait que je me plonge un peu plus là-dedans, quoi. Je pense qu'il y aurait moyen à gauche, d'un point de vue un peu rhétorique, pour essayer de parler aux droitards d'économie. Jouer un peu sur la corde de la nostalgie, etc. Leur dire, mais attendez. Vous réclamez tous de Gaulle, là. Vous réclamez tous de la France d'antan qui n'est plus pareille. Vous faites tous les nostalgiques du passé. Mais pourquoi vous faites pas les nostalgiques du passé quand on parle économie et finance? Vous êtes des zinzins ou quoi, genre? Vous voulez pas de la planification économique? Vous voulez pas un État central? Vous voulez pas un État qui dit à la finance comment elle doit se comporter au lieu d'être vraiment soumis au marché financier et aux investisseurs privés, quoi? Vous êtes pas des gaullistes, en fait. Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Voilà. Je pense qu'il y a moyen peut-être aussi d'un point de vue rhétorique, de bien accrocher les droitards en parlant de juste comment ça fonctionnait avant, et pour dire, voilà, il n'y a pas un seul modèle possible. Notre modèle néolibéral actuel, c'est pas le seul possible. Et d'ailleurs, en France, pendant 30-40 ans, c'était pas du tout comme ça que ça marchait la finance, et ça marchait plutôt bien. Donc arrêtez de dire que c'est impossible. Et c'était même pas des gauchistes au pouvoir d'ailleurs à l'époque. Donc tout ça pour dire que voilà, un autre monde est possible, certes, mais on peut même regarder juste un peu le passé de la France pour dire que d'un point de vue économique et finance, déjà on a des exemples de trucs qui étaient un peu plus sains qu'actuellement, et c'était même pas la gauche au pouvoir, quoi. Voilà. Les prendre par leur propre droite, ouais, un petit peu. Hein, voilà. De Gaulle était plus de gauche que le PS d'aujourd'hui. Alors après, c'est plus compliqué que ça. Gauche, droite, c'est des concepts qui sont mouvants, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que économiquement, même la droite des années 50-60, tu prends les critères actuels des libéraux actuels, pour eux, c'est des bolcheviks, quoi. Voilà. Mais c'est le cas que économiquement. Je suis pas sûr que sur d'autres sujets, De Gaulle soit plus à gauche que le PS actuel. Parce qu'il y a d'autres sujets, De Gaulle, bon, ça reste un homme de... Oula. Ça reste un homme de droite à bien des égards. Hein. Voilà. Faut pas non plus l'idéaliser, le De Gaulle. Hein. Il lisait l'Action française quand il était petit. Quand il était jeunot, le journal. Voilà. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont en mode De Gaulle fasciste. Ça se tient. Ouais, sur l'anti-atlantisme et sur l'économie, oui. Mais après, l'économie, c'est pas juste De Gaulle. C'était juste le monde était différent à l'époque, quoi. Voilà. Voilà, exactement. Le reste, non, clairement pas. On est d'accord. Après, je suis pas un spécialiste de Gaulle, mais bref. Allez, on va lire l'article. Je voulais juste vous parler de ça parce que j'ai maté la vidéo de Eureka hier. Elle était très très bien. Si vous vous intéressez à tout ça, etc., n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est Chart qui me l'a conseillé. Voilà.
Et c'est pour ça que je dis offrez un sub à Chante. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en mode ouais, n'hésitez pas à offrir un sub à Chante, n'hésitez pas à offrir un sub à BAMF18. Sauf que dalle, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Emmanuel Macron compte nommer la ministre du Budget Amélie de Montchalin au poste de première présidente de la Cour des comptes, dont la principale mission sera d'évaluer le budget de l'État qu'elle a elle-même élaboré. Difficile de faire conflit d'intérêts plus évident. Effectivement, là, ça se voit. Hein. Ça se voit qu'il y a un souci. Franchement, direct, il y a plein de gens qui sont indignés, à raison, hein, voilà. Là, on n'est plus dans la République des copains, on est dans le sabordage d'une institution. Ce magistrat de la Cour des comptes ne décolère pas depuis qu'il a appris que le chef de l'État, Emmanuel Macron, bon, on précise, comptait nommer la ministre déléguée aux comptes publics, Amélie de Montchalin, au poste de première présidente de la Cour des comptes, en remplacement de Pierre Moscovici. Amélie de Montchalin deviendrait ainsi la première femme nommée à ce poste prestigieux de contrôle du bon usage des deniers publics. Mais les réjouissances s'arrêtent là. Oui, en vrai, j'ai vu personne dire. J'ai même pas vu des macronistes, peut-être qu'il y en a eu, mais dire franchement, vous êtes sérieux? C'est la première femme présidente de la Cour des comptes et vous vous plaignez? Parce que là, l'argument, il est un peu pourri. Bon, oui. C'est bien de mettre des femmes à la tête des institutions où il n'y en a jamais eu avant. Hein. Moi, je suis pour. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Fait comme ça, c'est non. Voilà. De Gaulle tellement de gauche qu'il démissionne par caprice parce qu'il doit bosser avec des communistes après-guerre. Oui, voilà, c'est pour ça. Je n'ai pas. Encore une fois, là, pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est juste que la méta était différente. Économique, d'un point de vue économie et finance, c'est très très différent à l'époque, quoi. Mais c'est pas De Gaulle en soi, quoi. Voilà. Bref. Si elle l'a dit, il y a Braun-Pivet qui l'a tenté. Ah bah voilà. Bon bah voilà, ça m'étonne pas. Hein. Selon Viktorovitch, le dernier chef d'État français à avoir nommé un ministre des Comptes publics à la tête de la Cour des comptes, c'est Napoléon. Ah ouais? Mais c'était même pas la République, du coup. C'était pendant le Premier Empire? Ou quoi? C'était pendant la Deuxième République? Ou c'était le Louis-Napoléon Bonaparte avant que ça devienne Napoléon III? Lequel de Napoléon? Napoléon? Oui, mais lequel? Quoi, c'était en mode Napoléon I à l'époque du consulat? Non, Napoléon III? C'était Louis-Napoléon Bonaparte, mais à l'époque de... Ah non, 1807, d'accord. Mais c'était déjà l'Empire, non? 1807, c'était déjà le Premier Empire. Bon, je sais pas. Je sais pas. Ouais, Napoléon, moi je porte pas dans mon cœur. Ouais, donc voilà, la dernière fois que quelqu'un a fait ça, c'était sous le Premier Empire. Ok, hein. Ok. Hein. Ok. Hein. Comme quoi, l'ombre de Napoléon plane encore sur la République, à tout jamais. Je dirais même, de César à Macron, en passant par Napoléon, l'Empire n'a jamais pris fin. Je ne suis pas streamer, je suis exégète. Et si vous voulez regarder des vidéos, abonnez-vous. Bon bref, ok. Allez, on reprend. Donc, ce n'est pas la qualité de la personne qui est en jeu, mais chacun comprendra du danger que courrait cette institution s'il était nommé à sa tête quelqu'un qui ne peut pas garantir le minimum de neutralité et d'indépendance vis-à-vis du pouvoir en place que réclame cette fonction décisive. C'est insurgé sur le réseau social X, anciennement Twitter, le président insoumis de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, que vous connaissez bien d'ailleurs. On a l'extrait juste là. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder l'extrait maintenant et après on continue l'article. Hop là. Rien ne va dans cette décision. Oula. Rien ne va dans cette décision parce que la Cour des comptes est une institution absolument incontestable. Non mais attends, mais LCP, vous faites quoi là? J'ai jamais vu un son aussi faible. Vous entendez là? Qui a la confiance de la population dans ses rapports, dans ses travaux, Je peux dans pas être ses plus fort. avis sur le budget. Et on comprendra bien que du coup, son ou sa présidente requiert impartialité, neutralité, indépendance, toute prévention sur ce qui pourrait être des conflits d'intérêts. C'est d'ailleurs précisé dans la charte de déontologie des institutions financières. Vous voyez que ce n'est pas des détails. Et ce n'est pas faire injure du fait même de son rôle aujourd'hui de ministre de budget Amélie de Montchalin de dire qu'elle ne coche aucune de ces cases. Et qu'à partir de là, tout soupçon sera légitime sur les travaux de la Cour des comptes. En outre, la Cour des comptes, c'est aussi... Ok, alors voilà la question que je me pose là. C'est que Pierre Moscovici, lui, il était légitime, il était neutre? Il faisait quoi avant d'être à la Cour des comptes? Ça veut dire quoi neutre? Il faudrait un mec qui a toujours été haut fonctionnaire et qui a jamais été élu, jamais rattaché à un gouvernement? Est-ce qu'il est neutre, Pierre Moscovici? Il faisait quoi avant Pierre Moscovici? Le Haut Conseil des finances publiques, dont elle sera aussi présidente, qui donne des avis sur le budget, dont elle s'enorgueillit aujourd'hui, de déjà préparer pour 2027. Donc on ne peut pas faire plus. Il était ministre de l'économie sous Hollande. Oui, non, neutre, ça n'existe pas, mais je veux dire, dans le profil, vous voyez ce que je veux dire. C'est jamais neutre, vu qu'ils sont nommés par le président, c'est forcément leur pote. Ouais, mais là, c'est directement from ministre du budget à président de la Cour des comptes en même temps, quoi. C'est ça. Mais pareil, sous Sarko, ça a toujours été des opposants, mais quand même. Le problème, c'est surtout qu'elle va devoir évaluer son propre budget, pas qu'elle soit pas neutre. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus une question de timing. À la limite, si en 2029, Amélie de Montchalin avait fini par être présidente de la Cour des comptes,
et qu'elle était plus du tout au gouvernement, bon, bah, ok. Juge et parti. C'est donc une nomination où chacun pourra s'interroger si finalement le président de la République n'est pas en train de cadenasser à l'avance toutes les institutions indépendantes. Il y a eu déjà des nominations antérieures, mais on parle aussi, par exemple, d'une nomination d'un de ses très proches en remplacement du gouverneur de la Banque de France. Donc c'est une interrogation qui, là aussi, est légitime. En outre, j'allais ajouter une chose, c'est que... Oh, il parle vraiment comme un haut fonctionnaire, Éric Coquerel, hein. Éric Coquerel, il est très technique, hein. Il parle vraiment comme un président de la Cour des comptes, j'ai envie de dire, non, comme un président de la Commission des finances, hein. Voilà. Parce que aussi, il était PS et nommé par Macron, donc rien à voir. Ouais, parfois c'est un peu pas clair, quoi. D'accord, d'accord. Même Nicolas Sarkozy avait nommé un opposant socialiste à la Cour des comptes. D'accord. Donc je veux dire, de base, la tradition républicaine fait qu'on est censé nommer quelqu'un qui est plus dans l'opposition à la Cour des comptes. De la même manière que le président de la Commission des finances, donc là c'est Éric Coquerel, c'est quelqu'un qui fait partie de l'opposition. Normalement, t'es pas censé être président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, tout en faisant partie de la majorité et du camp du gouvernement, quoi, du camp gouvernemental. Et c'est pour ça que Éric Coquerel, c'est le président de la commission des finances. Ce qui permet d'avoir un contre-pouvoir, quoi. C'est un truc qui est démocratique. Donc c'est censé être un peu la même logique avec la Cour des comptes, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, ça intervient aussi au moment où le gouverneur de la Banque de France démissionne, alors que c'était censé être le prochain président qui nomme le prochain gouverneur. Ok. Non, c'est pas TG Montchalin, c'est Dégage Montchalin. Dégage Montchalin! L'extrait de la légende. La tradition républicaine, un bon, le Premier ministre, on a vu. Macron s'en bat les couilles. Bah ouais, hein, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Ok, bon d'accord. Elle est nommée de manière inamovible. Et figurez-vous que le plus jeune de ses prédécesseurs avait 58 ans quand il a été nommé, Didier Migaud, et que tous ont atteint l'âge limite de 68 ans. Autrement dit, ils sont tous partis parce qu'ils avaient atteint l'âge auquel on ne peut plus prétendre être président de la Cour des comptes. Voilà. D'accord, donc c'est en gros, tu peux rester jusqu'à tes 68 ans, mais on peut pas te virer tant que t'as pas 68 ans. Donc c'est-à-dire que si tu nommes quelqu'un de jeune, il peut rester 25 ans, quoi. Et d'habitude, on nomme plutôt des vieux, comme ça il reste 5-6 ans, quoi. On nomme des sexagénaires, qui font leur petit mandat, puis ils sont moins à 68 piges, quoi. C'est ça? Donc il a 68 ans, Pierre Moscovici. Et donc là, il a mis quelqu'un qui est actuellement ministre du budget, Amélie de Montchalin, et qui en plus est assez jeune, donc si elle veut rester là pendant, voilà, 40 ans, si elle veut rester encore 25 ans à la Cour des comptes, voilà. Ok, d'accord. Ok. On voit bien le problème que se pose quand même de nommer quelqu'un qui a 40 ans. Ce n'est pas sa jeunesse que je conteste, mais évidemment la durabilité de sa fonction qui est... Donc elle pourrait rester 28 ans à présidente de la Cour des comptes. Ouais, GG à elle, hein, belle promotion, hein. Bravo Amélie. Ok, ça fait penser au truc avec la Cour suprême aux États-Unis, quoi, où t'es nommé à vie, etc., etc. Quand tu vois la Cour suprême aux États-Unis, tu comprends pas. T'es en mode, mais attends, c'est démocratique ça? Tu nommes des juges de la Cour suprême, ils sont genre 9 ou un truc comme ça, ils sont pas beaucoup, il s'est nommé à vie. Donc ça veut dire que tu te places le bon pion au bon endroit au bon moment, il peut rester 40 ans à la juge de la Cour suprême, quoi. Ah là là. C'est extrêmement important puisque non seulement elle préside la Cour des comptes, elle donne l'avis du gouvernement sur le budget, mais elle est aussi celle qui propose toutes les nominations de la Cour des comptes au président de la République. Pour ces raisons, je demande solennellement au chef de l'État de revenir sur cette décision, je demande solennellement à Amélie de Montchalin de ne pas l'accepter et je demande solennellement au Premier ministre, puisque demain ça va passer en conférence. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. Désolé, si vous avez sursauté chez vous, désolé, j'ai dû augmenter le son pour qu'on entende à peu près Éric Coquerel. Du coup, là, ça vous a éclaté les oreilles, l'alerte. Merci Médo pour ton tout premier mois de sub. Merci, bon, t'as éclaté les oreilles de 1500 personnes, mais c'est pas grave. Refuser, lui aussi, d'envoyer un signal négatif par rapport à cette nomination. 1400. Ok, bah moi, je suis pareil, tout pareil que Coquerel. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de ne pas faire ça par respect pour nos institutions républicaines, nos contre-pouvoirs et la démocratie. Voilà. C'est pas contre Amélie de Montchalin, moi je m'en fous. C'est juste que là, du coup, pour tout ce qu'il vient d'expliquer, effectivement. Parce que c'est pas encore fait, il a dit qu'il allait le faire, mais là, comme il y a quand même une assez grosse levée de bouclier, bon après ils sont bat les couilles, hein, les levées de bouclier de la part de l'opposition. Macron, ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir, généralement, il a pu quand même montrer qu'il en avait un peu rien à branler, hein. Voilà, quand l'opposition dit « Mais monsieur Macron, respectez nos institutions », Macron il fait « Quoi ? Non, arrêtez. Arrêtez, c'est moi le président. Si vous voulez prendre les décisions, vous avez qu'à être élu président. Arrêtez avec ça. » Donc bon, ok. D'accord. Parce que ouais, là, j'ai montré l'extrait de Coquerel, mais il y a aussi Bardella qui a fait tout un truc de communication où il a dit c'est honteux. Voilà, donc je sais pas. Voilà. Il écoute rarement à sa gauche, hein, Emmanuel Macron, mais vu que Bardella lui a demandé de pas nommer Montchalin à la Cour des comptes, peut-être que là il va le faire pour le coup. Hein, parce que pour le coup, il écoute pas trop l'opposition. La seule fois où il a vraiment écouté l'opposition, et d'ailleurs il l'a trop écouté et ça a surpris tout le monde, c'est quand il a dissous l'Assemblée nationale en 2024 et c'était une demande de Jordan Bardella justement. Donc je sais pas, hein, peut-être que vu que Jordan Bardella a dit Macron, tu peux pas le faire s'il te plaît? C'est pas démocratique, peut-être que là il va écouter. Aïe.
Aïe, 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 aïe. Bon, ok, allez, on passe à la suite. En effet, la nomination de cette fidèle macroniste, une des rares ministres à être restée en poste malgré la censure de François Bayrou, puis la vraie fausse démission de Sébastien Lecornu, fait peser des doutes évidents de conflit d'intérêts. Oula, pardon, j'ai oublié de mettre ça. De conflit d'intérêts et d'impartialité sur les futures productions de la Cour des comptes. Institution pourtant reconnue pour son regard critique sur l'action de l'exécutif en place, quel que soit son bord politique. C'est en effet Amélie de Montchalin qui a porté des mois durant les 2 derniers budgets 2025 et 2026 adoptés par 49.3. Or, sa principale mission en tant que première présidente de la Cour des comptes est celle de présidente du Haut Conseil des finances publiques. Ah, c'est les deux en même temps, c'est double casquette. Ça, je connais, moi j'ai un pote qui bosse au Conseil des finances publiques. Et donc effectivement, leur rôle, c'est d'évaluer la bonne exécution de ces deux budgets. C'est comme si dans une entreprise, le directeur financier devenait son commissaire aux comptes, explique un autre magistrat, peu convaincu par l'opportunité de cette nomination. Ok. Donc oui, le Haut Conseil des finances publiques, c'est vraiment ça. En gros, ils analysent le budget, ils disent est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est bien, ils donnent leur avis, est-ce que ça peut réduire la dette, est-ce que ça peut contenir l'inflation. En gros, ils font toutes les analyses macroéconomiques, c'est des économistes vraiment qui bossent là-bas, quoi. Et en gros, ils donnent leur avis sur le budget, en mode genre bon voilà. Ils donnent leur avis en mode est-ce que ça peut marcher ou pas. Ils disent pas on va dire si c'est un budget d'austérité ou si c'est un budget de relance, ils donnent pas leur avis sur le fond politique du budget. Ils disent juste selon nos indicateurs économiques à nous. Est-ce que ça a même de fonctionner? Est-ce qu'on donne notre feu vert ou est-ce que c'est foireux de fou votre budget, quoi? Et parfois, du coup, le Haut Conseil des finances publiques dit votre budget, je sais pas comment vous l'avez chiffré, mais ça va creuser la dette, hein. Voilà, typiquement. D'accord, et donc elle est double casquette, présidente de la Cour des comptes et du Haut Conseil des finances publiques. Ok, donc ce sera à elle de juger de la crédibilité de son propre budget, finalement. Et c'est précisément ça, c'est même pas exagéré que de le dire, quoi. Waouh! Ils ont pas de feu vert à donner, c'est pas contraignant. Oui, ils disent c'est pas contraignant, mais ils donnent leur avis, quoi. Voilà, ils donnent leur avis. C'est pas un feu vert à proprement parler, tout à fait. T'as raison. Attends, du coup, GG pour le doublage dans le dernier Diable Positif, Ribot dans la sauce. Ah, c'est sorti, j'avais même pas vu. Je savais même pas que c'était sorti. Oui, un nouveau format avec Diable Positif. Du coup, j'ai prêté main forte pour faire un petit peu de doublage dedans. Alors à la base, j'étais censé vraiment bosser avec eux sur le projet et tout, mais comme j'ai plein de trucs en même temps, je me suis dit, je vais pas trop m'engager non plus parce que j'ai peur de les planter et de pas être motivé et d'au final. Voilà. Mais c'est possible que. On en reparlera. Mais c'est possible que de temps à autre, j'arrive, je fais une petite imitation par-ci par-là pour refiler un coup de main, quoi. Voilà. Mais à la base, j'étais vraiment censé être dans le projet à donf et au final, j'ai dit. Je préfère un peu d'hashback maintenant à vous planter plus tard parce que je suis tout le temps débordé, etc. Mais bref. On regardera peut-être un de ces quatre. Là, on est en train de parler d'autre chose, mais oui, effectivement, j'ai doublé Trump. J'ai fait un petit doublage de Trump. Par contre, voilà, s'ils ont besoin d'un Macron, ce genre de choses. Je prêterai main forte, avec grand plaisir, évidemment. Mais je vous en reparlerai. Ton imitation de Macron me donne des sentiments contradictoires. Je suis admiratif du talent, mais ça me blesse d'entendre Macron. Je comprends. Après, c'est tout le jeu des imitations. Bon, allez, bref, on reprend. Donc, du coup, oui, ok. Donc, voilà, elle est arbitre. Elle donne son avis sur le budget qu'elle a elle-même fait, quoi. Ok. Qu'un locataire de Bercy en poste soit nommé à la tête de la Cour des comptes n'est pas loin d'être une première. Pierre Moscovici, nommé à la tête de l'institution en 2020, avait certes été auparavant ministre de l'économie et des finances, mais il avait quitté ses fonctions ministérielles 6 années plus tôt, en 2014. Et lorsqu'il a été nommé, l'exécutif n'était plus le même. Pour une nomination des finances à la rue Cambon sans délai, il faut en fait remonter à très loin en arrière. Donc rue Cambon, c'est là où il y a la Cour des comptes. Voilà. On parle de Bercy pour parler du ministère de l'économie et des finances, on parle de Place Beauvau pour le ministère de l'Intérieur, l'Élysée pour la présidence. Et donc je savais pas, mais c'est rue Cambon. Voilà. Rue Cambon pour la Cour des comptes. Donc du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'avait pas vu cela depuis François Barbé-Marbois, ministre du Trésor public devenu en 1807, premier président de la Cour des comptes sous Napoléon. Ça fait plus de 200 ans quand même. Pointe un magistrat précédemment cité. Mais c'était une époque où la Cour des comptes était une sorte d'annexe du ministère des Finances. Depuis lors, elle a progressivement gagné son indépendance pour devenir une juridiction se tenant à mi-distance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ok. De ce point de vue, la nomination d'Amélie de Montchalin est un revirement historique, ajoute-t-il. Ah ouais, carrément. La future première présidente de la Cour sera, du reste, rapidement mise sur le grille. Concrètement, dans les prochaines semaines, elle sera chargée d'entériner la certification des comptes de l'État pour 2025 qu'elle a elle-même élaborée, puis au printemps de produire un rapport sur l'exécution du budget 2025 afin, je cite, d'éclairer le vote du Parlement sur la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes. Oh, c'est un peu technique, quoi. D'accord. Enfin, dès juin 2026, la Cour des comptes présentera son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, dans laquelle la situation décrite sera celle découlant de l'action d'Amélie de Montchalin lorsqu'elle était ministre, s'inquiète aussi un magistrat de la rue Cambon.
et rebelote l'année prochaine quand il s'agira de contrôler la bonne exécution du budget 2026. Ok, sachant qu'en plus le budget de 2027, il y a quand même de bonnes chances que ça soit le même gouvernement d'ici là, parce que là, Macron, il a nommé Le Cornu. C'était vraiment pas gagné. C'était en mode genre, bon, bah, peut-être ça va passer, mais bon, peut-être que je vais devoir dissoudre. Il voulait pas dissoudre, c'était vraiment Le Cornu doit réussir à faire passer un budget. Il a réussi à faire passer un budget en se mettant le PS dans la poche, on va pas refaire toute l'histoire. Donc, a priori, si c'est passé cette fois-ci, je pense que Macron, il va pas trop s'emmerder, laisser le gouvernement comme as avec Le Cornu jusqu'à la présidentielle, et basta, quoi. Il est en mode victoire, c'est bon, le gouvernement a pas sauté, on va le laisser. Il n'y a pas de raison qui nomme spécifiquement un autre gouvernement. Donc, il y a quand même des chances très très loin d'être négligeables qu'Amélie de Montchalin soit encore ministre des Comptes publics à la fin de l'année quand on élaborera le budget pour 2027. Et donc cette double casquette, ça va pas du tout. Ou alors elle est obligée de quitter son poste puisqu'elle devient présidente de la Cour des comptes. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a déjà le budget 2025 et le budget 2026 qui sera évalué l'année prochaine. Déjà 2 budgets évalués par la Cour des comptes dont elle est devenue présidente, qu'elle a elle-même élaboré quand elle était ministre des Comptes publics. Donc je veux dire, il y a déjà au moins 2 années de conflit d'intérêts évidente chez évident, quoi. Voilà. Enfin, dès juin 2026, non, on a déjà lu ça. Par ailleurs, en tant que présidente du Haut Conseil des finances publiques, un poste conféré au premier président de la Cour des comptes, Amélie de Montchalin devra émettre dès avril un avis sur la crédibilité et la sincérité de l'hypothèse de croissance retenue par le gouvernement pour son budget 2026, ainsi que sur la compatibilité entre la trajectoire des finances publiques annoncée et la loi de programmation envoyée à Bruxelles. C'est un peu technique. Autant d'hypothèses qui ont été fixées en grande partie par Amélie de Montchalin. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai essayé d'expliquer un peu maladroitement tout à l'heure, le Haut Conseil des finances publiques. Donc oui, voilà, c'est ça. C'est la crédibilité des hypothèses de croissance, typiquement. Moi, mon pote que j'ai qui bosse au Conseil des finances publiques, il bosse là-dessus. Voilà. Lui, il est même plus précisément sur le volet revenu. Voilà. Il est en mode changer la fiscalité, changer les revenus de l'État, en quoi ça peut ou pas modifier la croissance, etc. etc. quoi. Et donc là, oui, c'est vrai que c'est genre... Elle aura toutes les raisons de mentir pour dire, ben non, regardez, il est bien mon budget. Bon. Burlesque, cette situation ferait presque rire si elle ne faisait pas peser un risque financier sur l'État français. En effet, les avis du HCFP, donc le Haut Conseil aux finances publiques, sont tout sauf anecdotiques. Ils occupent une place centrale dans l'appréciation de la sincérité des prévisions de croissance et budgétaire par le Parlement, la Commission européenne et même les marchés financiers, précise un des magistrats déjà cités. Il est donc fondamental que les avis du HCFP ne soient pas considérés comme étant biaisés. Ok. Non, c'est après le débat. On en parle après le débat, là, c'est notre premier sujet. Mais il y aura ensuite bien d'autres sujets sur lesquels les soupçons autour de l'action d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes planeront. En effet, le poste de ministre du budget qu'elle a occupé pendant 14 mois est, avec le poste de Premier ministre, celui qui a la mission la plus transversale, avec une vue sur l'ensemble des missions de l'État, que ce soit en termes d'aide publique, de fiscalité, d'institutions, etc., résume un magistrat. Ah oui, normal, parce que les comptes publics, quand tu bosses sur le budget, etc., le budget, c'est quand même un peu presque le truc le plus important, on va dire, que fait l'Assemblée nationale, parce que ça va structurer toutes les autres politiques. En gros, t'établis quel ministère aura le ministère de l'Éducation, son budget, le ministère de l'Intérieur, son budget, pour le PLFSS, la sécurité sociale, quel budget, quelles dépenses, quels revenus, etc., etc. Donc je veux dire, les différents ministères peuvent pas travailler tant que le budget n'est pas passé. Ils travaillent sur la base du budget qui a été voté, quoi. Donc quand tu es ministre du budget, effectivement, t'as un peu touche à tout, t'as une position extrêmement transversale. Effectivement. Ok, allez, on passe à la suite. Selon un autre membre de la Cour des comptes, la nomination d'Amélie de Montchalin serait du reste contraire à au moins 3 articles essentiels de la charte de déontologie des juridictions financières, ayant trait aux préventions des conflits d'intérêts, à l'indépendance et à l'impartialité des institutions. Ok. L'article de la charte sur la prévention des conflits d'intérêts dit notamment qu'aucun magistrat de la Cour ne devrait intervenir sur un organisme ou un service où il a exercé des responsabilités au cours des 3 dernières années. Oui, donc c'est écrit noir sur blanc, il y a une charte de la Cour des comptes où c'est écrit noir sur blanc. Personne de la Cour des comptes ne doit avoir travaillé, exercé des responsabilités budgétaires sur les 3 dernières années. Et c'est littéralement la ministre du budget, quoi. Waouh. Quoi, ils en ont rien à foutre. C'est vraiment, ils en ont rien à branler, quoi. C'est écrit noir sur blanc à la Cour des comptes. Parce que je parlais justement de tradition républicaine, etc., etc. Je me disais, c'est peut-être l'usage qui fait que c'est ça. Et que juste, il est en mode, c'est écrit nulle part, c'est juste l'usage. Il ne respecte pas l'usage. On parle souvent des lois et de l'esprit des lois, quoi. Vous voyez. Donc là, c'est pas une loi, c'est une charte. Donc a priori, il n'y a rien d'obligatoire. Mais c'est quand même écrit noir sur blanc qu'il n'était pas censé faire ça, Macron. Et il l'a quand même fait, quoi. Et bah. Celui sur l'indépendance. Donc on parle encore des articles de la charte. L'article sur l'indépendance stipule aussi qu'aucun des membres de la Cour des comptes ne doit apparaître soumis à aucun lien de subordination de quelque nature que ce soit. Bon, ça, encore une fois, c'est un peu compliqué à expliquer. Hein. Pour reprendre l'exemple de Pierre Moscovici, est-ce qu'il était totalement neutre, subordonné à rien du tout ? On ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop. Mais bref, en tout cas, pour Montchalin, c'est sûr et certain que ce n'est pas respecté. Ça, c'est clair et net.
La déontologie, c'est pas la loi. Ouais, c'est pas la loi, certes, mais il y a quand même un document écrit, noir sur blanc, de la Cour des comptes, où il y a écrit que Macron n'est pas censé nommer Amélie de Montchalin, quoi. Voilà. Et l'article sur l'impartialité estime que les magistrats de la rue Cambon ne sauraient, je cite, se trouver dans une situation qui pourrait porter atteinte ou paraître porter atteinte à l'impartialité, c'est le mot important, et à la neutralité de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Ok, donc autant dire qu'Amélie de Montchalin, la nomination d'Amélie de Montchalin respecte absolument rien, ne respecte rien du tout de la charte de la Cour des comptes, quoi. Ok. Un autre magistrat se veut toutefois moins pessimiste. Certes, le choix de la nomination d'Amélie de Montchalin n'est pas le nôtre, mais nous lui souhaiterons la bienvenue. Ensuite, tout va dépendre de son état d'esprit. Soit elle fait sien les principes d'indépendance de l'institution en respectant le principe de collégialité des magistrats dans l'élaboration des avis et des rapports, tout en s'adaptant, c'est-à-dire en se déportant le cas échéant, soit ce sera plus compliqué, prévient-il. Il ajoute que vu le caractère sensible de sa nomination, Amélie de Montchalin gagnerait à ne pas systématiquement porter la parole de la Cour des comptes sur des sujets où des conflits d'intérêts avec son action menée à Bercy seraient des plus évidents. Bon. Du reste, cette affaire pose de manière plus profonde la question des conditions de la nomination de la première présidente de la Cour des comptes, un mandat qui plus est inamovible et qui découle en réalité du seul fait du prince. Le fait du prince, c'est une expression qu'on utilise pour dire bon, tout ça c'est pas très démocratique, c'est le choix d'une personne très haut placée et c'est lui qui décide pour tout le monde et c'est pas contrôlé démocratiquement. Voilà, donc en l'occurrence, on parle de ça généralement pour le président en 5e République française, pour parler du fait du prince, quoi. Voilà. Donc on est un vrai démocrate, le fait du prince, on n'est pas pour, quoi. Voilà. Celui du président de la République. Sur X, anciennement Twitter, le constitutionnaliste Benjamin Morel analysait ainsi que ce que révèle le débat sur la nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, c'est que l'article 13 de la Constitution et la loi de 2010 qui encadre les nominations présidentielles restent aveugles sur ce poste. Ces nominations gagneraient à être soumises au contrôle des commissions parlementaires, comme la présidence du Conseil constitutionnel. Bref, les griefs sont nombreux, mais les macronistes ne voient pas où est le problème. La présidente de l'Assemblée nationale, on en parlait tout à l'heure, Yaël Braun-Pivet, a par exemple salué le fait que le chef de l'État nomme une femme à la tête de la Cour des comptes, rejetant les critiques sur des potentiels conflits d'intérêts. À partir du moment où les compétences sont là, pour moi, ce n'est pas un sujet, a-t-elle dit. Bah ok, bah alors, si Macron a toutes les compétences pour tout faire dans ce pays, à ce moment-là, on lui donne les pleins pouvoirs, non ? Non ? À ce moment-là. Si les compétences sont là, pour moi, la démocratie n'est pas un sujet. Les contre-pouvoirs ne sont pas un sujet. Mais à ce moment-là, Macron, il est très compétent, selon Yaël Braun-Pivet. Donnez-lui les pleins pouvoirs, on fait le 3e empire et basta. Si vraiment c'est ça vos arguments, alors arrêtez de dire que vous êtes des démocrates et des républicains. Vous avez le droit de ne pas être des démocrates et des républicains. Il n'y a pas de souci. Moi, il y a des gens que je considère que c'est des camarades. La démocratie, la république, c'est pas leur premier critère, leur première préoccupation. Je pense par exemple à des communistes révolutionnaires qui ne sont pas des antidémocrates pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais qui sont, bon, ils parlent pas de démocratie à longueur de journée. C'est pas ça leur sujet premier, quoi. Mais les macronistes, la présidente de l'Assemblée nationale, normalement, la démocratie, les institutions, la République, les contre-pouvoirs, etc., c'est censé quand même être quelque chose de hyper central dans ce qu'elle fait, vu sa position dans nos institutions. Et pour elle, c'est pas un sujet au final. Non. Seul le sujet des compétences compte, quoi. Et au final, bah ça, c'est très, très, très révélateur de ce que c'est que la Macronie et l'extrême centre, ce qu'on appelle souvent l'extrême centre. Ils s'en foutent en fait de la démocratie, ils s'en foutent des contre-pouvoirs et des institutions, etc., etc. Ils sont en mode non, nous on est les plus compétents, nous on sait, vous êtes des gauchistes ou des populistes de merde, vous y connaissez rien à l'économie, laissez-nous faire parce que de toute façon vous y connaissez que dalle. Et comme ils estiment que eux ont la compétence, parce que c'est tous des énarques, des gens qui ont fait des bonnes études et des bourgeois, etc., ils estiment qu'ils ont raison, quoi. C'est peut-être la caractéristique principale de ce qu'on appelle souvent l'extrême centre, quoi. Et donc bon, ils estiment eux-mêmes avoir les compétences, toutes les compétences, et que personne d'autre en a. Et que c'est les seuls qui ont un cerveau dans ce pays. C'est un petit peu ça, quoi. Et donc bon, le fait que Yaël Braun-Pivet dise à partir du moment où les compétences sont là, pour moi, ce n'est pas un sujet. Étant donné que sa famille politique considère que eux ont toutes les compétences et que les autres n'y connaissent rien, bon, bah ça veut dire que pour eux, la démocratie n'est pas un sujet et qu'on donne les pleins pouvoirs à Macron une bonne fois pour toutes. Dans l'idée, ça les dérangerait pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Aïe. Futur ex-colocataire d'Amélie de Montchalin à Bercy, le ministre de l'économie et des finances Roland Lescure, ancien ministre de l'Industrie d'ailleurs, dépeint quant à lui la ministre, Amélie de Montchalin, comme, je cite, quelqu'un qui saura gouverner cette institution en toute indépendance, dénonçant des procès déplacés. Bon, on vient de lire l'article, en vérité, ça n'a pas l'air d'être des procès déplacés, quoi. Quand il y a à peu près toutes les oppositions à Macron, de gauche comme de droite, mais aussi plein de magistrats à la Cour des comptes, les magistrats de la Cour des comptes de manière générale, qui tous d'une même voix
disent mais attendez, c'est super antidémocratique ce que vous êtes en train de faire et normalement on n'a pas le droit de le faire, et que c'est écrit noir sur blanc dans la charte de déontologie de la Cour des comptes que Macron n'était pas censé faire ça, mais tu pourrais fermer ta gueule, Roland Lescure, à ce moment-là, non? C'est quoi ton argument pour dire oh ça va, c'est un procédé placé, je la trouve très compétente? Encore une fois, c'est la même chose, c'est en mode elle saura le faire en toute indépendance, elle est compétente et indépendante. Pourquoi? Qui a dit qu'elle était compétente et indépendante à part ses potes? À ce moment-là, voilà, moi je dis non, mais vous inquiétez pas, mon pote il est compétent et indépendant, vous croyez-moi, trust me bro, donc on peut faire ce qu'on veut. On s'en fout en fait de la personne en soi. Peut-être qu'elle est compétente, peut-être que même elle le fera avec indépendance, c'est même pas impossible. Mais à partir du moment où on laisse la possibilité à des gens de ne pas respecter la déontologie, les usages, etc., bon, il y a quand même de bonnes chances pour qu'ils respectent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on met des contre-pouvoirs en place. C'est pas pour dire oh là, c'est parce que c'est des nuls en face. C'est pas une question de ça. C'est vraiment en mode on met des contre-pouvoirs parce que s'il n'y a pas de contre-pouvoir, s'il n'y a pas d'outils de contrôle dans nos institutions, et ben c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc ils sont en mode mais non, on s'en fout, il n'y a pas d'outils de contrôle. Vous inquiétez pas, on fera pas n'importe quoi. Bah oui, bah à ce moment-là, on supprime tous les contre-pouvoirs et on fait confiance aveuglement à ceux qui se présentent comme les plus compétents. Et ça s'appellerait une espèce de dictature finalement. Je ne tout sais pas ce que simplement. c'est que le Aïe, aïe, super aïe, profit. aïe, 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 ça va pas du tout. Merci John Alb pour ton 10e mois. Merci beaucoup. Content de te voir, Ibo, je suis chaud pour la présidence de l'inspection des finances pour ma part. Toi, t'aimerais bien devenir président de l'inspection des finances? Vas-y, hein. Chaud, hein. Si tu deviens président de l'inspection des finances et que t'as un petit poste à me refiler, un de ces quatre, voilà. T'en as pas marre d'être complotiste? Moi? Mais qui elle est celle-là? C'est pas complotiste ce que je dis. Mais non. Bon bref, allez, on finit l'article. Mais contredit un des magistrats de la Cour de compte déjà cité. Ah, attends, j'ai pas le truc. Qu'est-ce qui se passe? Roland Lescure dépeint quant à lui la ministre comme quelqu'un qui saura gouverner ces institutions, etc., etc. Mais du coup, Roland Lescure contredit un des magistrats de la Cour des comptes déjà cité. Imaginez un instant que ce soit Donald Trump, aux États-Unis, qui nomme un de ses proches potentiellement et vit à la tête d'une institution de contrôle des finances de l'État fédéral. Que dirions-nous en France? Réponse que la démocratie américaine est menacée par le Trumpisme. Fort heureusement, la France est un vieux pays à la culture démocratique. Mais ce qui se vient de passer n'est quand même pas neutre. Ok. Ouais, quelque chose d'un peu Trumpiste, effectivement. Effectivement. C'est la République des copains aussi, c'est la République bananière. Vous voyez? Il n'y a pas que Trump qui fait ça, mais Trump, lui, il en a rien à foutre. Il est en mode genre, à la tête du FBI, ouais, je vais mettre un de mes gars. Je vais mettre une de mes marionnettes. Il y a un problème avec ça? Je vais passer mes pions partout, je m'en fous. Bah, Macron semble faire un peu pareil quand même. Macron égale Trump, point d'interrogation? Un peu. Pas de hand spinner pendant les cours, c'est moi le prof, je fais ce que je veux, regarde. Hop là! Je suis en plein zoomer maxing là, avec mon hand spinner. Ah, ça va aller jouer à la play en mangeant un tasty crousti là. Hand spinner. 6-7. Je suis en zoomer maxing, c'est pour faire baisser mon niveau de cortisol. Ouais. Bon. Mais il était un peu aride cet article. Je vous cache pas que je connais pas hyper bien non plus tout ce sujet. Et même, ça va, je pense pas avoir dit de la merde. Je dirais que les moments où je savais pas trop quoi dire parce que c'était un peu technique, bon, je me suis contenté de lire l'article et voilà, je pense pas trop avoir dit de bêtises. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a Jean Massier dans le chat, donc il va pouvoir dire si j'ai dit des bêtises. Il connaît quand même mieux les institutions républicaines que moi, a priori. Ça va? Est-ce que quelqu'un qui a donné des cours de L1 en droit constitutionnel peut approuver et dire ça va, t'as pas dit de la merde? Ah, t'inquiète, c'est bon, let's go. Let's go. Let's go. Ouais, bon bah ouais. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. C'est grave quand même. Et encore une fois, c'est pas nouveau non plus les trucs comme ça. Macron qui bafoue les usages républicains et qui a une pratique au final extrêmement autoritaire de la Ve République, c'est loin d'être nouveau. Si on faisait la liste de toutes les fois où il a fait quelque chose d'inédit qui n'avait jamais été fait avant, bon bah ça arrivait plusieurs fois. Voilà. Enfin, même souvenez-vous de la réforme des retraites, quoi. Il est vraiment passé en force, quoi. Il est une espèce il a envoyé chier tous les syndicats, les corps intermédiaires, comme on dit, etc., etc. Il a fait son 49.3 sur un sujet ultra sensible. Le gouvernement a failli se faire censurer à 9 voix près, si je dis pas de bêtises. Il est parti en mode let's go, rien à foutre, quoi. Une pratique extrêmement autoritaire de la Ve République, quoi. Alors que même quand on remonte à, je sais pas, il y a pas si longtemps, en 2005, quand il y avait le CPE, là, contrat première embauche, proposé par Dominique de Villepin, bon bah vu le bordel que ça a foutu et vu comment le mouvement social s'est mis en branle comme ça, ils se sont dit oula, le mouvement social, les syndicats, les travailleurs organisés qui se syndiquent, manifestent, font la grève, c'est un contre-pouvoir, ça fait partie de la République. Donc on va écouter un minimum ça et là se dire bon on va annuler, on va pas faire notre loi, quoi. Vous voyez? Pareil avec la fameuse réforme des retraites de Juppé de 95, il y avait je sais plus quel type de réforme, c'était une réforme des retraites. Et vu la grève qu'il y avait eu, le mouvement social gigantesque, il s'est dit oula,
Non, non, on va pas faire se passer cette loi parce que là, la gronde est trop forte, quoi. Ils ont respecté le mouvement social, les syndicats, les travailleurs en grève et qui s'organisent comme étant un contre-pouvoir légitime à qui on doit tendre l'oreille, quoi. Alors, je dis pas ça pour défendre bêtement Dominique de Villepin et Juppé, hein. C'est des gens de droite, moi je suis de gauche, c'est pas des camarades, vous voyez ce que je veux dire. Mais ils avaient une pratique républicaine, on va dire, qui était nettement plus démocratique que ce que nous propose Macron là, quoi. Et donc voilà, c'est encore un épisode de Macron qui a une pratique autoritaire du pouvoir, tout simplement. Voilà, hein. Est-ce que ça serait la dernière fois qu'il nous fait un petit coup comme ça, Manu Max? Peut-être, parce qu'il arrive quand même plutôt en fin de règne, mais voilà. Il a peut-être encore 2-3 tours dans son sac, hein. Voilà, peut-être qu'il va y aller franco en mode genre, bon, de toute façon, je peux pas être réélu. De toute façon, les macronistes, ils sont à moitié finito. On va pas se faire réélire. Allez, perdu pour perdu. Je fais plein de dingueries avant de partir et niquez-vous, quoi. Je sais pas. Je sais pas trop. Voilà. Il a littéralement choisi une forme législative qui lui permettait de faire 49.3 illimité. Le PLFSS pour la réforme des retraites, ouais. Je me souviens plus dans les détails, mais j'avais lu pas mal de trucs à l'époque, je streamais pas encore. Et c'était vraiment. Énormément de gens s'inquiétaient de la dérive autoritaire que c'était. Y compris justement, comme il s'appelle, Charles de Courson, le groupe Lyot. Qui, pareil, c'est pas des gauchistes, hein, le groupe Lyot, mais ils sont très attachés à la démocratie, etc. etc. C'est ce qui les définit le plus, probablement, politiquement. L'attachement au bon respect de nos institutions et de nos grands principes démocratiques. Et donc, du coup, Charles de Courson, il est en mode genre, wesh, mais c'est une dinguerie, ça! C'est une dinguerie! Et donc, du coup, il parlait quasiment comme un LFiste, vous voyez? Bon, j'exagère un peu. Parce qu'effectivement, c'était assez inédit, la brutalité qu'il a fait, dont il a fait preuve au moment de la réforme des retraites. Donc voilà, moi je trouve que tout ça, là, ce qu'on vient de dire, s'inscrit dans cette pratique autoritaire du pouvoir qu'a Macron, quoi. Voilà, qui est inédite. Et encore une fois, ça, c'est une très très bonne manière de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite, quoi. Imaginez, c'est le RN qui gagne en 2027. Bon, bah, Macron, il aura bien pavé la voie à une pratique autoritaire du pouvoir, quoi. Et c'est peut-être ça le pire dans l'histoire. Donc bon, encore une bonne raison de se battre contre l'extrême droite et tenter de se démerder pour pas qu'ils arrivent au pouvoir en 2027, parce que sans ça, là, j'ai un peu peur pour notre démocratie. Et pas que, hein. Et pas que. J'ai peur pour notre politique migratoire, j'ai peur pour nos citoyens racisés. Voilà. Mais aussi pour le rapport aux institutions. Après 10 ans de Macron, ils vont arriver, s'ils décident d'y aller franco, vu ce que déjà le niveau d'autoritarisme, on va dire, enfin d'autoritarisme, de rapport autoritaire à la République qu'a déjà établi Macron, si le RN arrive derrière et qu'ils veulent faire encore plus, ça peut aller très très loin, quoi. Voilà, Macron le fascisateur, tout à fait. Et je pense qu'on peut finir là-dessus. Donc si vous regardez ça sur YouTube, la VOD, bah, nique Macron et les fachos, voilà. Ça sera ma conclusion. N'hésitez pas à partager, commenter la vidéo, tout ça. Et abonnez-vous, bien sûr.